Bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes eurodéputé LR. Dans un instant, vous réagirez aux annonces gouvernementales pour aider les Français et l'activité économique à faire face à cette crise pétrolière dont on n'a pas forcément le droit de prononcer le nom, mais on le fait ce soir sur ce plateau. D'abord, notre rendez-vous du soir avec la séquence Vrai ou Faux. Bonsoir Aubry Perrault. Bonsoir. La commission d'enquête sénatoriale se penche sur les marges des industriels de la grande distribution. Autre sujet d'actualité, elle a rendu ses conclusions aujourd'hui. Alors, en pleine crise, les supermarchés se font-ils trop d'argent? Le sujet agace visiblement le patron de Carrefour qui répondait ce matin chez nos confrères de France Inter. À la fin de mon exercice, ma marge nette, ce qui me reste à la fin, c'est 1% de mon chiffre d'affaires. D'accord? Donc je fais 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il me reste 1%. Pour les grands industriels, tant mieux pour eux d'ailleurs, hein, pour les grands industriels, quand ils font bien leur métier, elle est autour de 15%. Voilà, les grands industriels qui feraient 15 fois plus de marge que la grande distribution, à qui il resterait finalement assez peu, ce petit 1% à la fin. C'est vrai ou c'est faux? Alexandre Bompard, pour expliquer que son entreprise ne gagne pas tant d'argent que ça et surtout ne profite pas de la crise, vous avez entendu, il a parlé de marge nette et il ne prend pas cet indicateur au hasard. Hein. Alors cet indicateur, c'est ce qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a payé toutes ses charges. Donc il faut déduire les salaires, les amortissements, par exemple après l'achat de murs d'un supermarché ou bien les loyers, les impôts, etc. etc. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, on a vérifié, à partir des comptes que publie Carrefour, sa marge nette, elle est bien autour de 1%. Et est-ce que c'est 15 fois plus que les industriels, comme le dit le patron de Carrefour? Alors, les marges des industriels, c'est un vaste sujet et c'est surtout un sujet un peu opaque. On a vérifié avec 2 entreprises qui publient leurs comptes sur Internet. Regardez, pour Danone, la marge nette, elle est de 7% et pour Nestlé, ce serait plutôt 10%. Alors, l'économiste qu'on a appelé nous dit qu'Alexandre Bompard, il exagère un peu sur ce chiffre de 15%, donc, mais en effet, la grande distribution affiche des marges nettes un peu moins élevées que les gros industriels. En revanche, cet économiste qui est spécialiste du secteur, il nous dit que cet indicateur de la marge nette, il est plutôt biaisé, il faut s'en méfier, y compris parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on met dans ce calcul. En fait, chaque entreprise fait son calcul. Et là, on entre dans des techniques financières où les entreprises savent très bien comment jouer sur leurs investissements avec leurs filiales, notamment un groupe comme Carrefour. Et donc, ça peut aussi vouloir dire que l'entreprise, tout simplement, elle réinvestit beaucoup. Donc difficile de savoir exactement quelle est la marge nette de Carrefour. En revanche, on peut essayer de voir si cette entreprise est en difficulté et donc incapable de faire un effort, comme le dit Alexandre Bompard. Oui, si on regarde factuellement, première chose, quand on parle du chiffre d'affaires dans la grande distribution, on est sur des montants colossaux. En 2025, Carrefour a annoncé 91 milliards de chiffre d'affaires et donc 1% de 91 milliards, ça fait quand même tout de même 900 millions d'euros. Et ça, c'est après paiement des impôts et de toutes les charges. Ensuite, sur ce communiqué, vous le voyez, Carrefour, il dit aussi que ce chiffre d'affaires, il a augmenté l'année dernière et puis que les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté aussi. Il y a même eu des dividendes exceptionnels. D'ailleurs, Alexandre Bompard, il écrit que Carrefour a réalisé une performance solide avec une amélioration notable. Dans quel pays ? En France. L'entreprise va bien, elle investit, elle rachète même des concurrents, elle a racheté Cora, Match. Le patron de Carrefour nous dirait que c'est essentiel pour une entreprise de réinvestir. Bien sûr, c'est vrai, mais ça veut aussi dire que l'entreprise a les moyens de le faire. Donc oui, les marges nettes de la grande distribution sont plutôt plus faibles que celles des gros industriels, mais ils font du volume, des montants très importants. Et puis, il faut se méfier de cet indicateur qui ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, rassurez-vous, Carrefour n'est pas prêt de mettre la clé sous la porte. Merci beaucoup, Aubry Perrault. On en profite pour rappeler le rendez-vous tous les samedis avec toute l'équipe de Vrai ou Faux, l'émission à midi. À midi et la rediffusion le dimanche soir à 20h. François-Xavier Bellamy, vous êtes donc eurodéputé Les Républicains. Le Premier ministre a donc annoncé ce soir une série de mesures pour pallier à la crise
des carburants. Il avait promis de changer d'échelle. On retient de nouvelles aides pour les secteurs les plus en difficulté, l'agriculture, la pêche, les transports. On retient également le doublement de l'indemnité grand rouleur pour les Français les plus modestes et de la prime carburant. Alors ça, c'est cette prime qui peut être versée par les entreprises exonérées de charges sociales. Elle pourra aller jusqu'à 600 €. Que pensez-vous de ces annonces ? La vérité, c'est que ce qui ressort de cette conférence de presse, c'est d'abord tout ce que le Premier ministre ne peut pas faire. Et il n'est pas d'ailleurs à blâmer pour cela. Il hérite simplement d'une situation de déficit massif de nos comptes publics et de dettes majeures accumulées depuis des années, qui fait que, en réalité, aujourd'hui, l'État ne peut pas assumer le soutien qu'il devrait pouvoir apporter aux Français, mais dont il n'a pas les moyens. Et c'est d'une certaine manière une façon de toucher du doigt ce que signifie être un pays surendetté. Pendant très longtemps, on nous a expliqué que la dette n'était pas un problème quand les taux étaient bas. Et nous qui étions dans l'opposition au macronisme, nous étions regardés avec une forme de condescendance par ceux qui étaient au pouvoir et qui nous disaient « quand l'argent ne coûte rien, ce serait absurde de ne pas s'endetter ». Et bien, la vérité, c'est que la dette, ça se paye toujours. Et même si les taux étaient bas, l'ampleur de la dette accumulée, en particulier ces 10 dernières années, elle, aujourd'hui, pèse de tout son poids pour empêcher l'État d'agir, parce que si de fait l'État devait baisser aujourd'hui la fiscalité sur les carburants pour tous les Français, ce qui serait évidemment la solution que d'autres pays européens appliquent aujourd'hui, en réalité, il ajouterait à la crise des carburants une crise de la dette, ce qu'il ne peut pas se permettre. On peut considérer qu'il est toujours temps de bien faire. Est-ce que vous considérez que même si le volume augmente, est-ce que vous considérez que la philosophie est la bonne ? C'est-à-dire, il a répété plusieurs fois, et ça fait plusieurs mois qu'il répète, une des aides ciblées, c'est-à-dire pas donner tout à tout le monde, c'est-à-dire pas de baisse de fiscalité, pas la ristourne qui avait eu lieu précédemment. Est-ce que vous trouvez au moins que c'est une bonne philosophie, tout en disant ça va nous pousser à électrifier plus vite parce que c'est une histoire de souveraineté. Vous qui n'êtes pas loin de l'idée de la souveraineté, en considérant que ce n'est pas... Des fois, est-ce que finalement, ils n'ont pas raison de ne faire que ça ? Mais bien sûr, il faudra électrifier nos usages, il faudra se passer le plus possible des énergies fossiles. Mais aujourd'hui, ça n'est pas une stratégie, ce que propose le Premier ministre. C'est juste une manière d'habiller le fait que, dos au mur, l'État agit comme il peut sans en avoir les moyens. Est-ce que c'est une bonne philosophie de ne pas aider tout le monde ? Ce n'est pas une philosophie, c'est juste une contrainte. C'est juste qu'on ne peut pas faire autrement. Et tous ceux qui proposent le contraire... Les plus modestes et des moins, ceux qui ont les moyens d'amortir un peu ça, c'est quand même une philosophie. Ah mais en soi, c'est vrai qu'on a un emballement des prix des carburants qui pèse pas seulement sur les plus modestes, qui pèse sur les classes moyennes, qui pèse sur tous les Français qui travaillent et qui aujourd'hui contribuent par leurs efforts à la vie de la nation, mais qui ne reçoivent jamais le retour de leur travail, le retour de leur soutien. Et c'est vrai que ces classes moyennes-là, aujourd'hui, je pense à tous les Français qui se demandent s'ils partiront en vacances cet été. Je pense aux Français qui sont en grande difficulté pour aller simplement travailler. Je pense à... Et tout cela ne sont pas aujourd'hui nécessairement visés par les mesures qui vont aider en particulier les plus précaires. Et sans doute le faut-il, mais encore une fois, le fait de ne pas pouvoir aider tout le monde, ça n'est pas un choix, c'est juste une contrainte. Et c'est une contrainte qui est héritée notamment du choix qui avait été fait il y a quelques années, justement de baisser la fiscalité sur les carburants, ce qui a coûté des milliards au budget français. Il dit que c'était une connerie, le Premier ministre. À l'époque, vous l'aviez voté à l'époque. Alors, vous n'êtes pas au Parlement français, mais les Républicains étaient pour à l'époque. Si on le pouvait aujourd'hui... Ça a coûté extrêmement cher et ça explique aussi la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Non, mais si on le pouvait, il faudrait aider tous les Français. Encore une fois, d'autres pays européens à nos frontières le font. Mais aujourd'hui... Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a fait et aujourd'hui, on le paye. Parce qu'on le pouvait et maintenant, on ne le peut plus. Et on ne le peut plus parce qu'on n'a pas seulement répondu à des crises par des mesures massives qui étaient nécessaires pour faire face à leurs conséquences. On a dépensé sans compter dans des moments où l'économie mondiale était bien plus favorable et où on aurait pu faire l'effort de se désendetter, ce qui aurait permis d'avoir aujourd'hui les réserves nécessaires pour agir. Et vous parliez de souveraineté à l'instant. La vérité, c'est que c'est en effet un enjeu de souveraineté. Aujourd'hui, notre État ne peut plus prendre des décisions souveraines parce que son destin est dans les mains de ses créanciers. Et c'est de cette situation qu'il faudra sortir. Mais ça supposera des réformes majeures, ça supposera des efforts très importants. Et c'est ce que nous avons le devoir de porter pour l'élection présidentielle. Oui, avant de parler des efforts majeurs et de l'élection présidentielle, votre réaction ce soir au directeur de l'Agence internationale de l'énergie qui craint une zone rouge cet été sans solution au Moyen-Orient. Et quand il parle de zone rouge, il dit une pénurie d'offres de pétrole en juillet et en août. Est-ce que c'est une situation qu'il faut craindre et est-ce qu'elle est sous-estimée aujourd'hui par le gouvernement qui dit, Sébastien Lecornu, il a dit non, il n'y a pas de crise de pénurie aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, non. Demain, peut-être, en effet. Tout dépend de la manière dont la situation va évoluer. Et c'est là, si on revient à la question de la souveraineté, c'est intéressant de toucher du doigt les conséquences des choix collectifs qui ont été faits au cours des dernières années. Vous savez que en peu de temps, la France a perdu 3/4 de ses raffineries de pétrole sur le sol national. On en parle très peu, mais ce sont des outils industriels absolument déterminants. Et de fait, ils ont été chassés du territoire national par une vision de l'écologie politique complètement irréaliste, par une espèce de culpabilisation de tous ceux qui produisent l'énergie dont nous avons besoin, et par un excès de fiscalité et de normes qui fait qu'aujourd'hui, il est devenu impossible de produire en France. Eh bien, cette situation, elle nous rend extrêmement vulnérables face à ce choc énergétique. Est-ce qu'il ne vaut pas pourrait se mieux produire produire de l'électricité décarbonée, comme l'électricité nucléaire, plutôt que d'ouvrir des raffineries? Ah, mais alors je suis le premier à défendre l'électricité nucléaire. Et paradoxalement, vous savez, j'ai défendu l'électricité nucléaire pendant des années à Bruxelles et à Strasbourg C'était pas forcément la mode, oui. contre les mêmes écologistes qui s'attaquaient aux énergies fossiles. Je pense que l'écologie politique n'a pas imposé un modèle de transition vers l'électricité, elle a imposé un modèle de décroissance qui a contaminé tout le spectre politique. Oui. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Malheureusement, nous avons défendu le nucléaire contre les écologistes, contre la gauche, mais nous l'avons défendu aussi contre les macronistes, qui ont voté pendant des années, à toutes les occasions possibles, contre l'électricité nucléaire. Donc aujourd'hui, enfin, la crise que nous traversons fait que tout le monde se convertit enfin à cette réalité qu'on n'aurait jamais dû perdre des yeux, surtout en France où le nucléaire est l'un de nos très grands atouts, mais le fait est qu'il aura fallu du temps et que il va falloir du temps pour remonter la pente aussi. Puisqu'on parle d'écologie, le Conseil constitutionnel a censuré aujourd'hui deux dispositifs qui étaient des marqueurs écologiques du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et que le Parlement avait voulu supprimer, les zones à faible émission, les fameuses ZFE, et l'assouplissement des règles contre l'artificialisation des sols, donc c'est-à-dire la volonté d'empêcher la possibilité de construire davantage. Comment vous réagissez à cette censure? C'est parce que c'était considéré comme des cavaliers budgétaires, c'est-à-dire des choses qui n'auraient jamais Cavaliers dû législatifs. Législatifs, C'était pas des textes budgétaires. Qui n'auraient pas dû se trouver dans un texte budgétaire, qui est une façon parfois de faire passer des choses. C'était pas un texte budgétaire, hein. C'était une loi sur la simplification. Oui, sur la simplification, mais c'est quand même un cavalier. Un cavalier législatif. Ça ne devait pas être dedans. C'est pour la forme, tout ça pour expliquer que c'est une histoire de forme, pas de fond. Honnêtement, si le Conseil constitutionnel voulait désespérer les Français de la démocratie, il ne s'y prendrait pas autrement. Les ZFE sont une mesure qui suscite une révolte très profonde de beaucoup de Français, notamment de ceux qui, justement, des classes moyennes ou des classes les plus modestes dans le pays, ont du mal à acheter une voiture neuve et qui se trouvent, pour cette raison-là, privés d'accéder au centre-ville, privés d'accéder à des lieux qui sont les leurs, qui sont des lieux publics et qui ne peuvent pas y circuler. Eh bien, cette mesure d'exclusion, comme le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui paralyse la réindustrialisation du pays partout en France, parlez aux élus locaux, parlez aux maires. Sur le terrain, aujourd'hui, c'est l'une des mesures les plus toxiques pour la possibilité de produire de nouveau en France. Ces deux mesures-là, l'une assouplie, l'autre supprimée, dans une loi sur la simplification, le Conseil constitutionnel censure cette évolution demandée par tellement de Français. Et pourquoi, comme le dit Nathalie, il censure parce qu'il dit ça n'a rien à faire dans un texte sur la simplification. Si vous voulez revenir là-dessus, faites une loi sur le sujet. Donc la simplification du zéro artificialisation nette n'a rien à faire dans une loi sur la simplification. C'est l'argumentation. Vous considérez que l'argumentation du Conseil constitutionnel est spécieux? L'argumentation est parfaitement incompréhensible. La suppression des ZFE et la simplification du ZAN sont deux mesures qui vont parfaitement dans une loi sur la simplification. Alors oui, c'est vrai, c'était pas ce que le gouvernement avait prévu, mais c'est ce que le Parlement a fait, et ça s'appelle la démocratie. Et maintenant, dernière chose à dire, en 2008, la Constitution a été réformée, justement pour que le Conseil constitutionnel soit plus restreint dans ce qu'il décrit comme des cavaliers législatifs. Eh bien, on voit aujourd'hui le Conseil constitutionnel faire exactement l'inverse, comme il a fait l'inverse en 2024 sur la loi immigration, en considérant que des mesures qui étaient liées à la restriction de l'immigration dans notre pays n'avaient rien à faire dans une loi sur l'immigration. C'est, encore une fois, si on voulait expliquer aux Français que la démocratie ne sert à rien, que les élus ne peuvent plus rien, que le Parlement est vide, si on voulait expliquer aux Français que ce qu'on appelle l'état de droit empêche désormais le peuple d'exprimer ce à quoi il aspire, on ne s'y prendrait pas autrement. Et ceux qui alimentent le désespoir démocratique, demain auront beau jeu de se plaindre de la défiance qui monte partout. Ils en sont directement responsables. Vous, au pouvoir, vous lutterez, parce qu'en clair, ce que certains appellent le pouvoir des juges,
où ce qu'avait dit Bruno Retailleau d'ailleurs. Bien sûr. À une époque en disant que c'était Mais en c'est gros une preuve de le plus. juge contre le peuple, les juges contre le peuple. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous considérez que le Conseil constitutionnel n'a rien à faire? Vous leur limitez. Vous au pouvoir, vous faites quoi concrètement par rapport à la Constitution de la 5e qui a créé le Conseil constitutionnel? L'état de droit, c'est l'équilibre des pouvoirs et la séparation des pouvoirs. Ça ne veut pas dire que les juges n'aient rien à faire. Ça veut simplement dire qu'ils doivent faire leur métier, pas celui des parlementaires. Et aujourd'hui, parfois, il a fallu dans l'histoire, sans doute, corriger les excès de l'exécutif Là, sur vous le considérez que législatif, c'est parfois corriger les excès du législatif sur le judiciaire. Aujourd'hui, clairement, on a un vrai grand problème avec le fait que le Conseil constitutionnel fait de la politique. Et il n'y a pas d'autre explication à donner, ni de cette décision, ni de celle de 2024, ni de la censure, par exemple, de la loi proposée par Bruno Retailleau pour la rétention de sûreté, ou bien de la censure de la loi du plomb. Tout ça, c'est de la politique. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et ne pas le dire, ce serait chercher à maintenir un déni de réalité. Donc oui, demain, il faudra, et c'est ce que Bruno Retailleau propose, et il fera des annonces très prochainement en ce sens, il faudra lutter contre ce qu'il appelle l'impossibilisme et faire en sorte qu'on rétablisse l'équilibre et la séparation des pouvoirs. Et sur le sujet des ZFE, il faudra évidemment une loi pour empêcher les ZFE, et il ne la faut pas seulement à partir de 2027. Il faudrait qu'elle soit proposée dès maintenant pour qu'on puisse avoir dès maintenant une correction de cette décision honnêtement impossible à justifier du Conseil constitutionnel. François-Xavier Bellamy, l'Union européenne est prête à approuver une réforme majeure de sa politique migratoire en ouvrant la voie à la création de centres pour migrants en dehors du territoire européen, une idée qui a déjà été mise en place par l'Italie avec un centre en Albanie. On avait parlé aussi également à l'époque de la Grande-Bretagne qui avait tenté avec le Rwanda, mais le projet a été abandonné parce que ça pose beaucoup de problèmes juridiques. Est-ce que c'est une bonne idée et est-ce que vous avez déjà des idées de pays qui pourraient accueillir ce genre de centre ? Bien sûr, ce n'est pas exactement ce que l'Italie ou la Grande-Bretagne ont cherché à faire, puisqu'en l'occurrence, il s'agissait de centres pour accueillir des personnes qui demandent l'asile. Vous arrivez en Europe, vous demandez l'asile, et on vous propose d'attendre la réponse dans un centre situé à l'extérieur de l'Union européenne. Nous, ce que nous cherchons à faire avec ces centres de retour, une mesure que je porte dans le règlement retour que j'ai fait voter au Parlement européen, ce que nous proposons, c'est que des personnes qui sont illégalement présentes sur le sol de nos pays, par exemple parce qu'elles ont été déboutées du droit d'asile. Ce ne sont pas des gens qui demandent l'asile, c'est des gens qui sont illégalement présents en Europe, que ces personnes-là, quand leur pays d'origine ne veulent pas les reprendre, on connaît bien le cas de l'Algérie avec la France aujourd'hui, puissent être reconduites à l'extérieur de nos frontières, si ce n'est pas dans leur pays d'origine, dans un centre de retour, dans un autre pays tiers. Le but est très simple. Le but, c'est de garantir un principe absolument nécessaire que si vous êtes illégalement dans un pays européen, vous ne pourrez pas y rester. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui vaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en France moins de 10% des OQTF qui sont exécutés. Donc, si vous arrivez illégalement en France, vous êtes à peu près certain que vous pourrez y rester pour toujours. Quels sont les pays qui sont d'accord pour être des vastes réservoirs à personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français? Il y a une piste, parce que pour l'instant, le projet n'est pas finalisé, le projet européen. C'est quoi précisément pour qu'on comprenne bien où on envoie ces gens? Les médias français s'intéressent assez peu à cette question, mais d'autres médias étrangers y travaillent. Non, mais le Times a publié il y a quelques jours un grand article sur les négociations qui sont en cours entre des pays de l'Union européenne et des pays tiers pour créer ces centres de retour. Il y a déjà des pays avec lesquels il y a une coopération migratoire. Par exemple, la Tunisie, avec laquelle l'Italie et la Commission européenne ont signé un accord. Il y a un passé historique aussi, enfin, qui peut aider les choses entre l'Italie et la Tunisie. Bien sûr, mais il y a vous savez, il y a des pays qui refusent de coopérer, comme l'Algérie. Il y a beaucoup de pays qui sont prêts à rentrer dans une coopération qui est mutuellement bénéfique entre l'Europe et leur État, pour faire en sorte que, aussi bien on devrait, vous savez, une des choses qu'on a portées dans ce règlement retour, c'est que la politique extérieure de l'Union européenne et des pays européens soit directement conditionnée à la coopération en matière migratoire. On devrait conditionner la délivrance de visas, on devrait conditionner l'aide au développement, on devrait conditionner la politique commerciale à une bonne coopération en matière migratoire dans les deux sens. Si vous ne coopérez pas, vous n'aurez pas de visa, mais si vous coopérez, on sera prêt à vous apporter plus d'avantages commerciaux, par exemple. Comprendre si, par exemple, il y a un ressortissant algérien qui a une OQTF ou qui a l'équivalent d'une OQTF, qui ne peut pas avoir de visa, qui ne peut pas retourner dans son pays, vous l'envoyez où? Quels sont, par exemple, les pays qui sont candidats en ce moment? Mais par exemple, typiquement, si demain la Tunisie accepte de créer un centre de retour, vous êtes un ressortissant algérien. Si accepte, vous avez déjà des pistes de gens qui sont d'accord, enfin de pays qui sont Oui, d'accord. Encore une fois, c'est une discussion qui se noue maintenant entre des États européens qui sont motivés pour s'engager dans cette voie,
Malheureusement, le gouvernement français a déjà fait savoir que ça ne l'intéressait pas, mais il y a des gouvernements européens qui sont très motivés pour utiliser ce type de solution et qui sont déjà en train de négocier avec des États tiers. Et ça permettra effectivement surtout d'assurer ce message simple. Si vous êtes, par exemple, un ressortissant algérien, aujourd'hui en France, vous êtes de facto inexpulsable, puisque vous savez que l'Algérie ne vous reprendra jamais, donc vous pouvez très tranquillement... C'est un peu arrangé, mais France. enfin, c'est quand même très Ça, faible. c'est pas du tout arrangé. Le gouvernement essaye de nous faire croire ça. La vérité, c'est qu'au rythme auquel les choses vont, il faudrait peut-être un siècle pour expulser tous les Algériens en situation irrégulière qui sont aujourd'hui sur le territoire français. Donc ça, c'est pas du tout arrangé. Mais par conséquent, si vous êtes un Algérien en situation irrégulière en France, vous n'avez aucun intérêt à rentrer dans votre pays. Si vous voulez rester en France, vous savez que personne ni rien ne vous en empêchera. Si demain, vous savez que vous risquez d'être expulsé vers un centre de retour dans un autre pays que le vôtre, il y a beaucoup de chances que vous décidiez de rentrer de vous-même chez vous, ce qui est la meilleure chose qui puisse se Si on produire. veut pas de vous, Notre but, c'est... si on veut pas de vous pouvez Ah non, pas mais rentrer de force. non, le problème, c'est les expulsions. C'est qu'en France, on ne peut pas expulser contre son gré un Algérien en situation irrégulière vers son pays d'origine. Mais en revanche, si cet Algérien veut rentrer chez lui, personne ne peut l'en empêcher. Il a un passeport algérien, une carte d'identité algérienne, il rentrera dans son pays sans aucune difficulté. On parle un peu de la campagne Mais avec présidentielle et de la situation à droite, pas très claire, hein, avec une multiplication des candidats. Quelles sont les prochaines étapes ? Eh bien, les prochaines étapes, c'est d'abord de construire un projet. Vous savez, je pense que les Français se désolent de voir que tout est toujours ramené à des questions de candidature, de personnes, d'ego. En réalité, ce qui compte le plus, c'est quelle proposition Alors, qui politique travaille on avec veut partager pour le pays. Est-ce que vous considérez que la voie qui a été choisie par LR avec une légitimation, comme dirait Laurent Wauquiez, de la candidature de Bruno Retailleau, vous permet de maintenant travailler vraiment pour un programme? Et avec qui travaillez-vous surtout? Mais non seulement ça nous permet de travailler pour un programme, mais c'est ce qu'on fait. Et Bruno Retailleau, chaque semaine, partage des éléments supplémentaires, complémentaires du projet qu'il Mais il les portera partage avec qui? pour notre famille politique, avec les Français. Chaque semaine, d'accord. il développe Non, des pardon. parties de son programme. Alors, prenons les choses autrement. Et je pense que c'est d'ailleurs aujourd'hui le seul candidat qui commence d'abord par le fond, qui commence par les idées. Nous sommes la seule formation politique qui aujourd'hui est prête à proposer, sujet par sujet, des propositions crédibles aux Français. On a dévoilé il y a quelques jours nos propositions sur les questions d'énergie, qui sont tellement déterminantes pour les Français aujourd'hui. On l'a fait sur les sujets d'agriculture, sur les sujets d'environnement, sur le travail, la rémunération du travail, sur la question de la production en France, comment produire de nouveau dans le pays. Dans quelques semaines, Bruno Retailleau présentera ses propositions sur la question du rétablissement de cette expression de la volonté populaire, la lutte contre l'impossibilisme, j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est ça qui compte pour En nous. vrai, pas mal de membres de votre formation, et même chez Édouard Philippe, disent... Bon, en gros, on va voir, là, il y a des grands meetings qui vont être organisés par tout le monde. On va voir où on en est dans les sondages au mois d'octobre, septembre. Et puis, à partir de là, si Bruno Retailleau n'est pas remonté sérieusement, il nous rejoindra, on dit chez Édouard Philippe, ou autrement, on sera départagé par les sondages. Est-ce que vous trouvez que c'est un scénario qui est souhaitable pour pas qu'il y ait un éparpillement de candidats centre-droit, droite, enfin, oui, un peu tout ce qui se profile en ce moment? Moi, ma conviction, c'est qu'à la fin, le plus important, c'est pas de compter les chiffres dans les sondages, c'est quand même pas les instituts de sondage qui font la démocratie. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui s'est passé au cours des dernières élections. S'il n'y a pas une vraie primaire. Mais bien sûr que non. Et regardez, encore une fois, si on avait dû se fier au sondage un an avant dans les prochaines Jacques élections... Chirac ne se serait pas présenté, oui. Exactement. Et qui aurait gagné la présidentielle? Il me semble qu'Édouard Philippe est bien placé pour se souvenir des scores d'Alain Juppé. Pour se maintenir au deuxième tour. Édouard Philippe est bien placé pour se souvenir des scores que faisait Alain Juppé dans les sondages un an avant la présidentielle. La notion de vote utile au premier tour est en train de se développer, qui est, si on ne veut pas avoir Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, il est souhaitable qu'il n'y ait qu'un candidat de droite, un candidat de gauche et basta. Mais est-ce qu'on peut vivre, pour une fois, dans une élection présidentielle, l'occasion d'un choix d'adhésion, de voter pour un projet, de voter pour quelqu'un qui incarne une vision? Et moi, je crois que cette élection doit être ce rendez-vous démocratique. Alors, on peut, en effet, jouer à la course de petits chevaux et se demander si, en regardant les grilles de sondage, on choisit de miser sur celui qui paraît le mieux placé. Moi, je crois qu'à la fin, ce qui compte en politique, c'est d'abord la dynamique et surtout la vérité d'une proposition politique. Et vous donnez jusqu'à quand pour que la dynamique se manifeste? Mais la dynamique... Dans les choses dans l'autre sens. La dynamique, elle est déjà là. Si vous regardez aujourd'hui la manière dont se structure l'offre politique, on a connu, après l'élection municipale au Havre, un petit élan d'enthousiasme du côté d'Édouard Philippe. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas où se trouve la certitude, l'évidence d'un rouleau compresseur qui s'imposerait à nous et qui ferait que nous serions sommés de rendre les armes et de dire non, c'est bon, si on se dilue dans le philippisme triomphant. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Tout le monde est dans un mouchoir de poche. Et si on a du 11, 12, 12,5, 10, 13, tout ça, avec 3 candidats, Attal, Édouard Philippe et Bruno Retailleau, eh bien, à un moment donné, vous allez tous vous voir pour essayer de
Non ? Mais non, mais c'est surtout qu'il va y avoir des débats, que les Français vont pouvoir comparer les propositions, que les Français vont aussi pouvoir comparer les bilans. Parce qu'à la fin, Édouard Philippe, il va d'abord devoir répondre de son action quand il était au gouvernement. Moi, ma conviction, vous savez, je me trompe peut-être, et comme Bruno Retailleau l'a dit d'ailleurs, on peut faire le mauvais diagnostic sur l'état du pays, c'est possible, je regarde les choses avec beaucoup d'humilité. Mais ma conviction profonde comme citoyen et comme élu, c'est que les Français, en 2027, ne vont pas chercher à continuer le macronisme. Ils vont chercher le meilleur moyen de sortir de là. Ils vont chercher une alternance et une alternative crédible. Mais si la multiplication, et Édouard des Philippe va devoir candidatures... d'abord répondre dans cette élection présidentielle à Édouard Philippe et à son propre bilan. Si la multiplication des candidatures à droite et au centre aboutit à un second tour Mélenchon-Bardella, lequel vous choisirez ? Mais c'est vraiment une étrange configuration du débat où on est sommé de se décrire par défaut. Alors, il faudrait qu'on renonce à être candidat parce qu'on risque d'avoir un deuxième tour entre Mélenchon et Bardella. Et on devrait désormais déjà faire comme si on n'était pas qualifié. Je vous ai demandé, parce que tout le monde y pense, tout le monde en parle, y compris chez les politiques, de cette option-là. Donc vous y pensez forcément ? Non, moi je pense à la proposition qu'on doit faire. Vraiment, la seule chose qui compte pour la France, c'est qu'on parle maintenant du fond et qu'on parle du fond. Et on a une responsabilité collective là-dessus. Les médias comme les élus. Si on passe notre temps à parler des sondages et de qui est le mieux placé et de comment les écuries s'organisent, on est perdu. Est-ce qu'il faut faire Parlons des alliances des problèmes du pays. Est-ce que le Figaro dit ce matin qu'il y a une inquiétude sur les législatives en disant en gros le président aura sa majorité à l'Assemblée, ça va rouler, on n'est pas sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un pacte dès le moment de la présidentielle avec d'autres composantes pour les législatives ? Réponse en 30 secondes. Moi, je crois que les institutions de la Ve République sont fortes et qu'après une élection présidentielle, il y aura une confirmation à l'élection législative. Je ne crois pas du tout à l'idée qu'il n'y aura plus de majorité. Et je pense même que les Français vaccinés par ce qu'on est en train de vivre depuis maintenant quelques années vont se dire, cette fois-ci, sortons enfin de ce cauchemar et rendons à celui qui sera élu les moyens d'agir. La seule chose qui compte, c'est qu'encore une fois, l'élection se fasse sur un projet clair, parce que c'est la meilleure garantie de réunir le lendemain une majorité aussi pour gouverner à l'Assemblée nationale. Merci François. Merci à vous. Merci Nathalie. Très bonne soirée sur France Info. À bientôt. Les informés tout de suite.